D'accord. Voilà. Il avait, vous la partagez? Je vais la partager avec vous si vous le voulez bien. Voilà, donc en fait, c'est encore une illustration de la complémentarité de l'endoscopie de la chirurgie. Je pense que vous en avez bien pris conscience tout cet après-midi, qu'il fallait sortir de ce cycle de position. C'est qu'est-ce qu'on fait chez les patients qui ont une anatomie modifiée, des anastomoses biliodigestives, par exemple des hépatico-gynécostomies, des bypass bariatriques, etc., qui est un problème de plus en plus fréquent. Donc, comment est-ce qu'on les prend en charge? En fait, ce qui nous aide beaucoup, c'est l'écho-endoscopie thérapeutique. Et c'est vraiment un développement actuellement de plus en plus important et qui devient une alternative au drainage radiologique qui est chez nous là, carrément exclu. Au Japon, le labo radiologique est en train de disparaître au profit de l'écho-endoscopie thérapeutique. Et puis, donc, je vais vous présenter les drainages biliaires, soit pour les anastomoses hépatiques originales, comme vous avez sur l'image radiologique, ou bien ce qu'on appelle les gastro-gastrostomies guidées sous écho-endoscopie, pour permettre un accès à l'estomac exclu et aller faire des traitements biliopancréatiques quand il y a ce genre de problème. Alors, comment est-ce qu'on fait? D'abord, juste pour vous dire que cette technique, elle est validée. Maintenant, il y a des méta-analyses de plus de 1000 patients qui ont montré qu'il y a un succès qui dépasse les 90%, avec néanmoins une morbidité qui peut être considérée comme importante, aux alentours de 20%. Dans les séries expérimentées, c'est entre 10 et 15%. Et donc, c'est vraiment lié à l'expérience et on rejoint le problème de formation. Si vous regardez dans les études monocentriques, donc d'équipes entraînées, donc le succès technique il est proche de 100%, et vous voyez que le taux de complication est d'environ 10%. Donc, c'est une technique qui est efficace. Alors, comment est-ce qu'on fait en pratique? On fait deux étapes. Pourquoi on fait deux étapes? Parce que quand on va après travailler à l'intérieur des voies biliaires, eh bien, s'il y a une disjonction entre l'estomac et le foie, eh bien, on va se retrouver avec un pneumopéritoine, une fuite biliaire, etc. Donc, on fait une première étape qui consiste, comme sur le dessin de gauche, avec l'image radiologique qui est à droite, qui consiste à poser une prothèse entre les voies biliaires intrahépatiques et la lumière gastrique. Donc, ça, c'est l'abord. C'est comme si on faisait un abord radiologique. Sauf qu'il n'y a pas de fistule externe et que la morbidité est largement inférieure. Donc, avec cet écho-endoscope, on met en place cette prothèse. Et puis après, on attend entre 2 et 4 semaines. Et entre 2 et 4 semaines, après, on va aller pouvoir travailler comme fait un radiologue interventionnel à travers cette fistule bilio-digestive créée par voie transgastrique. Et on peut passer des fils guides, des dilatateurs, comme vous avez sur le dessin, et dilater, par exemple, l'anastomose hépatico-jejunale. Vous avez le ballon avec ce qu'on appelle en anglais le waist, donc le signe de la sténose à cheval sur le ballon, qui va dilater cette sténose. Et après, on laisse des prothèses dites double queue de cochon qui connectent la lumière gastrique avec la lumière jéjunale en passant par le foie. Et en fait, après, les dilatations successives et les changements de prothèses se font sur une durée de 18 mois à 2 ans, mais se font en ambulatoire, c'est-à-dire que c'est extrêmement simple, puisque c'est comme un changement de prothèse par voie endoscopique. Donc ça, généralement, nos amis chirurgiens sont très contents qu'on fasse ça, parce que ça évite d'avoir à reprendre le patient, à refaire une anastomose hépatico-jejunale, dont je sais que c'est toujours très, très compliqué. Et je pense que c'est encore un bon signe de complémentarité. Et il y a deux alternatives dont je vous parlerai après, je vous montrerai les chiffres. C'est le drainage radiologique percutané ou bien c'est ce qu'on appelle la CPRE entéroscopie, c'est-à-dire qu'on fait une entéroscopie, il faut descendre dans l'anse et puis après remonter pour aller jusqu'à l'anastomose avec un entéroscope, ce qui est une technique très compliquée, très longue avec beaucoup d'échecs. Alors, quelles vont être les indications? Ce sont les sténoses et l'anastomose biliojejunale. Donc, vous avez sur les images une prothèse métallique ouverte qui a été mise en place à la première étape, et puis après, les traitements ultérieurs où on retire la prothèse, on passe par la fistule et on vient la drainer. Et puis la deuxième, c'est les calculs intrahépatiques, y compris après chirurgie, qui sont des problèmes très importants. Alors, je vais quand même essayer, je sais que je n'ai pas le droit, mais de vous passer une image vidéo. Est-ce que vous y avez l'image vidéo? Est-ce que vous la voyez? C'est bon. C'est bon parce que normalement, je l'ai raccourci et comprimé pour que ça passe. Donc, vous voyez qu'on est à 2 semaines de la mise en place de la prothèse et on passe au travers. Vous voyez qu'on passe un cathéter, un guide, on opacifie. Et là, on est en train de dilater avec le ballon
l'anastomose hépatico-jéjunale. Vous voyez que le guide, en fait, est bouclé dans le jéjunum. Vous voyez le jéjunum qui se pacifie. Donc, vous comprenez bien que c'est comme un traitement radiologique, sauf qu'on le fait par voie endocavitaire. Donc là, ça se fait en ambulatoire et c'est extrêmement simple à réaliser. Vous voyez la fistule biliodigestive ici, au travers de laquelle on passe pour faire tous les traitements. Alors, je vous montre un autre exemple de traitement. Donc, cette fistule, vous voyez, on va passer le cathéter, le fil guide. Le fil guide, on l'amène dans l'anse. Vous voyez ici que c'est un peu compliqué parce que les voies biliaires hépatiques étaient fines, ce qui arrive parfois. Et là, c'est la dilatation ballonnée. Je vais vous même montrer la mise en place de ces prothèses doux queue de cochon. Voilà. Et donc, une boucle est dans l'estomac et l'autre boucle est larguée dans le jéjunum, ce qui permet d'éviter les migrations et de les changer très facilement en ambulatoire. Donc, c'est vraiment une alternative endoscopique que l'on peut offrir aux complications post-opératoires, dont je pense qu'elle est vraiment extrêmement utile pour le patient comme pour le chirurgien. Ça, c'est un apport de l'échondoscopie thérapeutique. Je vous en montrerai d'autres. Alors, maintenant, les calculs intrahépatiques, parce que vous avez vu qu'on peut le faire par voie radiologique, sous contrôle radioscopique, mais on peut aussi introduire un cholangioscope à travers la fistule biliaire pour détruire ces calculs qui sont généralement en amont d'une sténose anastomotique. Donc, je vais vous montrer comment ça se passe. Voilà, on est passé avec vous avez le cholangioscope, là, le petit endoscope, qui est dans les voies biliaires. Voici l'image endoscopique des voies biliaires intrahépatiques en passant à travers l'estomac. Donc, voilà, on avance et on va aller jusqu'au niveau anastomose. Vous voyez qu'on tombe sur les calculs qui étaient juste en amont d'une sténose de l'anastomose hépatico-jéjunale extrêmement serrée. Eh bien, qu'est-ce qu'on va faire? On va passer un lithotriteur, c'est-à-dire c'est une fibre de lithotricie électrohydraulique. Vous voyez le bout métallique. Et puis, on va appliquer les chocs sur les calculs pour les faire exploser et après pouvoir enlever les débris facilement. Donc, il y avait plusieurs calculs. Il y avait un véritable empirement du restant de la voie biliaire principale. Vous voyez très bien l'image radiologique avec les fragments de calcul. Et maintenant, on va chercher, avec le cholangioscope, le défilé, le très fin défilé qui était moins d'un demi-millimètre pour passer au travers de l'anastomose hépatico-jéjunale qui était complètement sténosée. Donc, on cherche avec le cholangioscope. Vous avez ici l'image radiologique. Et voilà, le guide est passé maintenant. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire passer un ballon de dilatation sur ce guide. Et puis ensuite, sur ce guide, voilà l'image à nouveau cholangioscopique. Vous voyez que l'orifice en bas est très ténu, hein, c'est moins d'un demi-millimètre. Donc, le cathéter passe dedans et puis on va dilater et faire ce qu'on a fait sur les autres exemples, passer une prothèse double queue de cochon une fois la dilatation. Vous voyez très bien la fistule biliaire. Vous voyez ici le ballon qui se dilate avec l'empreinte de la sténose anastomotique. Et après, il n'y a plus qu'à mettre la prothèse double queue de cochon. Et 12 mois après, on retire tout et normalement, tout va bien pour le patient. Voilà. Donc, c'est pour vous montrer un peu l'étendue de ce qu'on peut faire grâce à ces abords endoscopiques. Alors, quels résultats on a? Parce que vous allez me dire, vous êtes bien gentil, mais vous n'évaluez pas vos cas. Si, on évalue et on publie. Juste pour vous montrer quelles sont les alternatives en dehors de la reprise chirurgicale, mais je sais qu'elle ne satisfait jamais personne ici. Sur le dessin de gauche, vous avez ce qu'on appelle le URCP, c'est-à-dire l'entéroscopie, la CPRE assistée par entéroscopie, mais vous voyez que toutes les boucles qu'il faut faire, et globalement, il y a très peu de succès, c'est 70% au maximum, avec une durée qui dépasse plus d'une heure et demie. Donc, en fait, c'est pas un bon moyen, en tout cas, nous, on l'a abandonné il y a longtemps. Et puis après, il y a le drainage percutané, qui est un grand classique, mais qui est associé à une morbidité majeure et un défaut de confort pour le patient parce qu'on ne peut pas le laisser avec un cathéter percutané pendant un an et demi de dilatation de ces sténoses anastomotiques. Voilà. Donc, l'évaluation de ces traitements, je vous montre deux séries intéressantes qui montrent des succès dans 85 à 91% des cas. Et la deuxième série a validé clairement, vous voyez, c'est des anastomoses, des roues en Y, des Billroth 2, des Whipple, des bypass. Cette série a validé le fait qu'il faut le faire en 2 temps, parce que si vous le faites en un seul temps, comme il n'y a pas d'adhésion encore entre le foie gauche et l'estomac, vous avez un risque de pneumoperitoine, de lâchage biliaire, de fistule biliaire. Donc, ce qui n'est pas une bonne chose, bien évidemment. Donc, avec le faire en 2 temps, ça fonctionne très, très bien. Ça, c'est notre série. Regardez juste la colonne de gauche, la première étape, la deuxième étape, et à terme, le succès clinique, c'était 100%, technique 75%, au prix de 4 endoscopies en moyenne
pour guérir le patient. Alors, est-ce qu'il y a d'autres approches endoscopiques? Oui, il y a le problème du bypass, où là, ce qu'il faut, c'est reparalyser l'estomac restant, l'estomac exclu, pardon, avec une prothèse anastomotique qu'on appelle une prothèse d'apposition endoluminale, avec des très bons résultats, des procédures assez courtes. Donc, je vais vous montrer comment ça marche. Voilà, ça, on est dans l'estomac restant. Donc, vous voyez, avec l'anastomose gastro-jéjunale, eh bien, on va aller sous échondoscopie, aborder l'estomac exclu que vous voyez ici. Vous voyez les plis gastriques. Vous voyez, sous échondoscopie, on pousse cette aiguille dans la lumière de l'estomac exclu et on va opacifier. Et une fois qu'on a opacifié, eh bien, on va pousser un guide et sur ce guide, on va pousser une prothèse spéciale à l'élaboration à laquelle on avait beaucoup participé, qui a été inventée il y a 8 ans maintenant par un Américain qui s'appelle Kenneth Binmoller. Voilà. Et donc, vous voyez ici en bas la tulipe distale qui s'ouvre. On va tirer un peu pour être plus près de l'estomac restant. Et donc, on va pouvoir larguer la tulipe proximale qui va faire donc une anastomose gastro-gastrique entre l'estomac restant et l'estomac exclu. Voilà, donc on va larguer cette prothèse. Voilà. Et de l'autre côté, eh ben, c'est l'estomac exclu. Donc, ce qu'on va faire après, c'est dilater, passer avec un endoscope, aller faire le cathétérisme. Et puis après, on peut secondairement refermer facilement cet orifice avec un clip au vesco pour pas que le patient, bien sûr, reprenne du poids. Mais la plupart du temps, en fait, l'orifice se referme tout seul. Je vous montre encore un autre exemple et vous allez voir que je vais avoir bientôt fini. C'est un patient qui avait une anastomose hépatico-jéjunale avec une récidive, il avait une DPC avec une récidive hilaire. Et donc, on a décidé chez ce patient de faire une anastomose gastro-jéjunale sur l'anse afférente pour remonter après endoscopiquement facilement au niveau de l'anastomose biliodigestive. Je vous montre comment ça se passe parce que c'est le principe des anastomoses gastro-jéjunales qu'on fait par voie endoscopique. Hein. Donc, on est dans l'estomac. Voilà, hop, vous voyez qu'avec l'aiguille, on a atteint le jéjunum qui est de l'autre côté de la paroi de l'estomac. On opacifie, on pousse un guide. Ensuite, sur ce guide, on va pousser cette prothèse qui est une prothèse diabolo, hein, la prothèse d'apposition luminale qu'on appelle une prothèse axios. Vous voyez qu'on libère la tulipe distale et on libère après la tulipe proximale dans l'estomac. Et donc, on a fait la jonction entre l'estomac et le jéjunum. Et puis après, on va descendre après avec un endoscope classique. Vous voyez que là, on est dans l'estomac. OK, on va larguer la tulipe proximale. Voilà, elle est larguée. Et derrière, c'est l'anse afférente qui va donc être facile à joindre. Et je vous montre après l'image endoscopique. Voilà, on descend dans l'estomac avec un endoscope normal. Voilà, vous voyez la tulipe qui est là-bas. On va passer la prothèse qui est là-bas. On va passer au travers de cette prothèse pour rejoindre le jéjunum, c'est-à-dire l'anse afférente. Voilà, vous voyez, on va insuffler. Voilà, vous avez l'image ici radiologique. Vous voyez très bien en haut l'aérobilie. Donc, on remonte dans l'anse afférente jusqu'à arriver au niveau de l'anastomose biliodigestive. Et puis après, on va mettre un cathéter. Voilà ici, là-bas. Et on va traiter cette lésion qui s'apparentait à un cancer d'huile, qui était en fait un cancer d'huile métastatique, qui était compliqué à traiter. Vous voyez qu'on met le cathéter avec le guide jusque dans les voies bien hépatiques, on opacifie. Et puis après, on va mettre en place les prothèses. Et après, c'est très facile, puisqu'on a fait un chemin, d'y revenir très facilement pour le patient en ambulatoire, sans avoir à lui faire du percutané ou autre chose. Voilà, donc ça, c'est après le guide. Après, vous comprenez très facilement qu'on va mettre plusieurs prothèses. Là, c'est la prothèse que l'on met à gauche. Et après, on mettra une autre prothèse à droite. Vous voyez, sur le deuxième guide. Et donc, on aura traité l'obstruction hilaire métastatique de ce patient. Et ça sera très facile après de le reprendre s'il y a une évolution tumorale ou si les prothèses s'obstruent. Voilà, on est en train de mettre la prothèse dans le canal hépatique droit après avoir drainé le canal hépatique gauche. Donc, vous voyez, un aperçu de tout ce qu'on peut faire depuis les abords directs des voies biliaires par voie transgastrique, depuis les gastro-gastrostomies, depuis les anastomoses gastro-jéjunales. Et vous voyez que le champ des possibilités n'arrête pas d'évoluer. On a de très bons résultats, puisque ça, c'est un exemple d'anastomose gastro-jéjunale que l'on fait aussi dans les patients qui ont une obstruction duodénale et que nous, on utilise aussi pour le bypass endoscopique, sauf qu'on le fait par voie endoscopique pure sans écho-endoscopie. Et vous voyez que sur 12 études, c'est une technique émergente quand même, hein, c'était des obstructions duodénales néoplasiques dans 2 tiers des cas,
Et le succès technique, vous voyez, il est dans plus de 90% des cas avec un taux de complication de 11%. Donc, juste pour conclure, je ne vais pas insister, vous m'excusez, j'ai oublié, je ne sais pas passer la diapositive en français. Donc, c'est juste pour vous montrer que l'échoendoscopie, en fait, c'est une main extérieure au tube digestif dans lequel on se trouve pour aller traiter des lésions d'un organe qui est adjacent, le pancréas, le foie, ou bien faire des anastomoses entre l'estomac et le jéjunum. C'est un outil extrêmement moderne qui est par contre très dépendant de l'expérience opérateur, qui nécessite une learning curve assez prononcée et pour lesquelles on est en train de mettre des procédures de formation. J'espère vous avoir montré que le champ de ces possibilités n'arrête pas d'augmenter. On a même utilisé cette technique pour traiter des occlusions sur des foyers, des nodules de carcinose péritonéale en faisant des anastomoses cologréliques qui ont permis aux patients de retrouver un transit. Voilà. Je vous remercie. Je pense vous avoir montré qu'on peut faire des choses extrêmement complémentaires et que le champ d'investigation de l'endoscopie thérapeutique et de l'échoendoscopie thérapeutique est pas sans limite, mais est en plein développement et qu'on a encore beaucoup de choses à faire. Merci de cette remarquable présentation. Il y a Hubert. Hubert va poser une petite question et on va donner la parole à Philippe pour conclure la séance. Oui, je vous ai entendu dire que donc vous avez créé une fistule gastro-gastrique pour aller traiter une lithiase de la voie biliaire principale après bypass, ce qui est d'ailleurs beaucoup plus élégant que ce qui a été proposé par gastrostomie percutanée. Et vous dites en fait que ça a tendance à se refermer spontanément. Ça a tendance à se refermer spontanément parce que, si vous voulez, les parois ont les électrocoagules de l'orifice et donc ça entraîne une régénération par des cellules souches et ça se ferme spontanément dans plus de 2/3 des cas. Sinon, on les ferme facilement avec un clip Ovesco. Et alors, puisqu'on parle de ça, c'est une question que j'aurais aimé poser au docteur Van Biervliet. On a fait toute une génération de patients à qui on a fait des bypass après les anneaux et avant qu'on ait des résultats convaincants pour les sleeves. Et donc, il y a tout un tas de patients jeunes en particulier qui ont repris du poids. Qu'est-ce que l'endoscopie peut faire chez ces patientes? Est-ce que, par exemple, les rétrécissements d'anastomose gastro-jéjunale ou les plicatures de poche ont des résultats convaincants? Oui. Il y a de très très larges séries qui ont été publiées sur les reprises de poches de gastroplastie et ou d'anastomose avec le système Overstitch que vous avez vu, qui est le système américain de suture monté sur un endoscope avec un overtube, qui montre qu'on peut réduire en fait la dimension et le calibre de l'anastomose et qu'on peut aussi plicaturer la gastroplastie quand elle prend un volume beaucoup trop important chez ces malades-là. C'est ce qu'on appelle les procédures ITOR qui permettent d'obtenir de bons résultats en termes de perte de poids et d'efficacité avec toujours une innocuité qui est excellente. Merci. Bien, Philippe Marre, Monsieur le Président, si vous voulez bien conclure cette séance. Je vais conclure très rapidement parce qu'elle a été extrêmement riche et que l'heure a tourné. Je remercie beaucoup Marc Bartet de cette remarquable séance qui nous a passionnés de bout en bout en nous montrant de très nombreuses innovations, notamment, c'était surtout endoscopique, bien sûr, mais également dans les partenariats médico-chirurgicaux. Je reviens sur la notion que François Richard a développée sur la nécessité d'étudier sur le moyen et le long terme les innovations, notamment par l'utilisation de registres afin de convaincre nos partenaires des institutions, nos partenaires institutionnels de bien fonder de telle ou telle innovation. Le partenariat médico-chirurgical en digestif est très utile et à discuter pour énormément de pathologies, notamment en cas de complications. Notamment, on a parlé des complications de la sleeve avec la fistule sous-cardiale. Le traitement endoscopique a permis une très grande amélioration de la qualité des résultats et de la rapidité des cicatrisations. Pour conclure définitivement, je maintiens que je suis convaincu qu'il y aura un équilibre entre les gastroentérologues et les chirurgiens digestifs pour la prise en charge endoscopique des pathologies digestives et que cet équilibre se fera en fonction des régions, en fonction des lieux, selon que
le meilleur praticien sera chirurgien ou gastroentérologue. C'est celui qui sait faire qui fera. Je vous remercie tous. Merci beaucoup, Philippe. Merci. Bravo. Et je partage entièrement votre opinion, Philippe. Oui, on peut se tutoyer, Marc. Hein. Oui, bon, Philippe, je partage ton opinion, vraiment. Et je pense que c'est le temps qui va faire le tri. On développe de plus en plus de techniques, les chirurgiens deviennent de plus en plus médicaux, les médecins deviennent de plus en plus chirurgicaux. Et puis, il n'y a pas de mur, il n'y a pas de barrière. On a vu que la construction des murs, ce que ça donne aux États-Unis. Donc, ne construisons pas de murs, continuons à avancer les uns vers les autres. En tout cas, nous, on a été très heureux de passer cet après-midi avec vous, même si on n'était pas physiquement avec vous. On refera ça si vous le souhaitez, sur un autre sujet si vous voulez, mais c'était un grand plaisir pour nous. Bravo, c'était super. J'ajoute que dans toutes les disciplines, les procédures interventionnelles sont en train d'amener tout doucement à l'extinction de la chirurgie telle que nous l'avons connue. Oui, mais la chirurgie, quand j'ai vu ce qui a été montré lors de la dernière communication de Marc Bartet, j'ai eu l'impression, moi, en tant qu'urologue, de retrouver tout ce qu'on fait dans les cavités urinaires, où c'est les mêmes instruments, c'est l'utilisation de l'échographie, l'utilisation… C'est un principe, c'est un concept. C'est un concept, exactement. Et pour moi, Marc Bartet est un chirurgien comme moi, je suis un chirurgien. Voilà. C'est exactement la même chose. Comme moi, je suis un radiologue. Exactement. Voilà. Et c'est important parce qu'on a bien Un échographiste en plus. que ça soit la chirurgie, que ça soit l'endoscopie, que ça soit l'interventionnel. En fait, on utilise les mêmes vecteurs, que ça soit la radiologie, l'échographie, l'endoscopie, le bistouri, qui soit externe, qui soit interne. Et c'est ça qu'il faut faire comprendre aux gens. Et c'est pour ça qu'il faut travailler ensemble. Et ensuite, en fonction des lieux, c'est plus l'un ou plus l'autre, mais ça n'a aucune importance. Vous savez, François, je pense qu'à terme, il ne restera que le diagnostic et l'interventionnel. Exactement. Il n'y aura plus de raison de s'opposer sur rien du tout. Exactement. Nous en sommes convaincus à la Galilee de chirurgie.